de vous retrouver dans Lady vous écoute, puisque l'on parle de 16 jours d'activisme dans le cadre de la Journée internationale de violence faite aux femmes. C'est le 25 novembre, mais la réalité, malheureusement, la triste réalité est que ce sujet-là, il faut pouvoir en parler tous les jours. Notre thématique aujourd'hui s'intitule « Briser le cycle des violences ». Cela devrait être possible. Et c'est ce sujet que nous allons parler avec nos invités du jour. Diarra Touba, bonjour Diarra Touba. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Espoir et Combat de femmes. Tout un programme, rien que le nom de l'association. Merci d'être venu nous en parler et nous parler surtout de votre engagement pour ce sujet qui concerne les violences faites aux femmes. À vos côtés, Ramata Kapo, bonjour. Bonjour Lady. Vous êtes la présidente de l'association Excision, parlons-en. Nous allons en parler. Merci à vous. Et avec nous, enseignant et écrivain, Monsieur Calvin Djouari. Bonjour Calvin. Bonjour Madame. Nous vous disons merci d'être présent. Alors je tiens à le préciser, ça n'est pas un match homme contre femme, mais c'est là l'occasion pour les personnes qui sont là et pour vous qui nous regardez de pouvoir revenir sur ces sujets, comprendre des choses. Et d'ailleurs, très certainement, vous avez des questions. Notre adresse internet ladyvousécoute@gmail.com. Envoyez vos questions parce que nous en parlons aujourd'hui, mais nous pourrions en reparler à la faveur des sujets qui vous intéressent. Briser le cycle des violences, tout un programme. Pourquoi faut-il briser le cycle des violences, monsieur, mesdames? Il faut bien pouvoir s'y mettre tous ensemble. Ramato. Oui, c'est tout un programme de briser les silences sur ces questions de violence. Ça fait des années qu'on en parle, donc aujourd'hui je suis ravie d'être là pour parler de ces sujets, mais moi surtout d'une violence spécifique, qui sont les mutilations sexuelles féminines, qui sont des sujets tabous, justement. Et notre objectif aussi, c'est d'en parler. Donc je suis ravie d'échanger avec vous pour voir quelles sont les préconisations que nous pouvons tous mettre en œuvre pour justement briser ce cycle. Vous aviez dit tout à l'heure, c'était un lapsus révélateur, briser le silence. Mais c'était à propos, voilà pourquoi je ne vous ai pas interrompu. En effet, il y a un silence manifeste sur ces sujets-là et pratiquement d'aucuns diront encore une histoire de violence faite aux femmes. Bon, mais il faut bien parler de tout cela. Si nous voulons donc susciter des mutations sociales, il faut que tout le monde soit mis à contribution. Et quand on parle des violences, quand bien même, et d'ailleurs nous n'avons pas dit des violences faites aux femmes, nous avons dit briser le cycle des violences, chacun a sa part à apporter. Calvin, vous avez très certainement votre avis dessus d'entrée de jeu. Nous vous écoutons. Oui, j'ai plusieurs avis. Déjà, je vous remercie, Lady. Vous comprenez un peu l'émotion que je peux avoir pour une personne que j'ai souvent admirée depuis l'Afrique et me retrouver devant elle comme ça. D'une part, c'est quelque chose de très fort pour moi. Et d'autre part aussi, nous allons parler des femmes. Je voulais rappeler un petit vers de Senghor qui disait au cœur de l'été, je retrouve cette terre promise, sur ces cols calcinés, ta beauté me foudroie comme l'éclair d'un ange. Donc voilà un peu, vous êtes ce soleil-là qui brille sur tout ce qui peut venir en plein hiver, vous parlez de la femme. Bon, briser le silence, il faut qu'on le fasse parce que sinon les femmes meurent. Depuis des années, les femmes meurent. Nous allons faire ici un débat peut-être authentique parce que j'aurai des faits à relater, des expériences que j'ai vécues. Il faut absolument briser cela parce que dans le monde, on parle de 200 millions de femmes qui vivent encore sous cette pression, sur ces menaces, sur cette violence, etc. Merci pour votre introduction à l'endroit de ces dames. Monsieur est écrivain, donc la poésie, ça n'est jamais trop loin. Et c'est une manière aussi pour adoucir les mœurs. Alors, Diarra Touba, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, il y en a quelques-uns encore sur la planète. Vous avez une histoire saisissante, j'allais dire particulière, mais une histoire saisissante. Et j'aimerais vous laisser le soin de nous introduire dans votre parcours. Parce qu'à votre actif, il y a cet ouvrage dont on va voir certainement la photo en couverture. On m'a volé mon enfance. Peut-être que vous avez le sentiment de devoir raconter cette histoire encore et encore. Et pourtant, l'actualité et le monde au sein duquel nous vivons donnent de comprendre qu'il faille toujours en parler. Oui. Alors, quand vous écrivez cet ouvrage, c'est pourquoi et qu'est-ce qu'il y a eu avant, en quelques mots? Oui, en quelques mots, j'ai raconté mon histoire de mon enfance jusqu'au mariage forcé à l'âge de 13 ans et demi, de quitter la Guinée pour aller en Hollande, rejoindre un homme qui avait 45 ans. Donc, je me suis retrouvée au milieu de violences conjugales.
mais aussi d'être livrée à moi-même et d'arriver dans un pays où je ne parlais pas la langue, où je n'avais pas de papier, où je connaissais personne, avec perte de grossesse, les violences conjugales, je les suivis au quotidien pendant 4 ans. Et ensuite, j'expliquais comment on se relève de tout ça et comment on se reconstruit. Et ensuite, comment on peut devenir éventuellement militante quand on fait le choix. Bon, alors j'ai envie presque de dire c'est un mal pour beaucoup de bien, parce que dans une situation individuelle que vous vivez, que vous subissez, il y a en perspective, et très certainement on n'y pense pas à ce moment-là, mais il y a la possibilité pour vous aujourd'hui de porter de manière légitime la cause de beaucoup de femmes qui peut-être ne peuvent pas faire entendre leur voix. Vous avez soulevé la situation, Ramata, de l'excision et vous disiez c'est mon combat spécifique. Mais comment situez-vous la question de l'excision dans le fleuve de toutes les violences faites aux femmes? Alors, je la situe au cœur des violences faites aux femmes parce que c'est une violence qui touche aujourd'hui dans le monde plus de 230 millions de femmes, tout continent confondu. Malgré que souvent, dans l'imaginaire de gens, on pense que cette violence, elle est, je mets entre guillemets, dite exotique. On a souvent l'impression que c'est dans des pays un peu éloignés comme le continent africain. Donc pour moi, c'est une violence sexuelle faite aux enfants et aux jeunes femmes et aussi aux femmes. Donc pour moi, elle est au cœur parce qu'elle touche essentiellement la femme et elle vient justement porter atteinte à l'intégrité physique et psychologique de la femme. Donc c'est essentiel de parler de cette pratique et j'aime beaucoup le titre de votre émission parce que briser le cycle des violences, c'est aussi permettre de libérer la parole parce que pour pouvoir briser le cycle de ce type de violence, il faut avoir le courage, comme Djariatou, comme plein de personnes qui ont pris déjà la parole pour dire que ces violences existent et qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour y mettre fin. Alors, comment vous expliquez-vous les uns les autres que les violences perdurent, hein? Nous parlons là de violences au sens large et ce que l'on peut pour le moins constater, c'est que toute sorte de violence n'est que la déclinaison de la violence de manière générale, on ne le dit pas assez, qui est plébiscitée, en tout cas encouragée et parfois admirée. Parce que quelqu'un qui est fort, qui peut jouer de ses muscles, un homme, une femme, le pouvoir de la force continue à avoir de la légitimité alors même que derrière cela, il y a des méfaits, des préjudices graves. Oui, il y a des méfaits, il y a des préjudices, il y a des tensions qui séparent les familles parce que lorsque il y a dans un couple qui se sépare, alors que normalement c'est des familles qui étaient unies par le lien peut-être du mariage, leur séparation entraîne maintenant des guerres. Vous parlez déjà de la violence faite aux femmes. Il y a un souvenir qui me revient. J'ai connu cette expérience alors que j'avais 6 ans. Avec ma grand-mère, nous étions en forêt pour chercher du bois. Et soudain, on a entendu des cris stridents non loin. Et pour comprendre ce qui s'est passé, on a essayé de nous approcher pour retrouver un couple avec un monsieur avec sa femme. Et la femme était ensanglantée, elle baignait dans du sang et que c'est l'homme qui avait crevé son œil. Cette image, je n'aurais pas dû voir ça à cet âge-là. On a compris que j'ai vécu un traumatisme qui m'a poussé même dans l'écriture et qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, je ne peux jamais toucher même pas une mouche. C'est un souvenir qui reste comme ça dans mon esprit, très marqué. Vous avez à votre actif un ouvrage qui s'intitule « Quand elle passait ». On va le voir aussi en image à l'écran. De quoi parle cet ouvrage? Y a-t-il un lien manifeste ou pas avec l'histoire que vous venez de nous relater? Oui, il y a effectivement des liens. On ne peut pas grandir dans nos pays africains sans avoir vécu des expériences douloureuses au sein même déjà de la famille. Quand on voit un peu nos parents brimer nos mamans, il y a des mésententes tous les jours, il y a des injures, des humiliations et à un moment donné poussé jusqu'à la bastonnade, laissez-moi parler ainsi. Donc quand elle passait, c'est le souvenir effectivement d'une camarade de classe et des amis qui déjà, étant jeunes, avaient des copines et qui les bastonnaient tout le temps. Nous vivions cela
Et c'était quelque chose de très marquant et de très frustrant. On ne comprenait pas pourquoi est-ce que un jeune qui a une amie où vous avez les mêmes valeurs, vous êtes dans la même classe, vous comprenez les mêmes choses, et lorsque vous vous retrouvez à deux, c'est des bastonnats au point de défigurer par exemple sa camarade. Voilà, c'est un peu ce que je relate dedans. Et aussi des moments heureux, de souvenirs d'enfance. Et voilà, toujours marqué un peu par l'amitié, voilà, souvent douloureuse. Nous parlons de briser ce cycle-là. Le fait est qu'on ne sait plus très bien qu'est-ce qui est véritablement une violence ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Êtes-vous d'accord que peut-être c'est l'entrée de sujet qu'il faudrait emprunter pour cheminer dans ce marasme de la situation? Parce que d'aucuns vont relativiser là où vous dites « Ah non, mais il ne faut pas faire telle ou telle chose ». Quelqu'un vous dira « Mais c'est pas si grave que ça, c'est juste ceci, ou j'ai juste dit cela, ou j'ai juste fait telle chose », sans forcément avoir conscience que c'est une violence. Alors, que faut-il dire à nos téléspectateurs, d'après vous, dans vos registres respectifs, dans vos expériences respectives? Pour vous, qu'est-ce qui est déjà la violence? Parce que celle qui est manifeste, on la voit. Quand monsieur dit un œil crevé, ça, on sait que c'est violent. Mais il est d'autres choses qu'on ne discerne pas nécessairement ainsi. Alors, je pense que tout d'abord, je pense que ce qu'on peut dénoncer ici ou dire, c'est par rapport à la domination masculine depuis des générations. Ce qu'on peut aussi souligner, c'est de dire que les violences peuvent toucher tout milieu social confondu. Quelle que soit la religion, quel que soit le milieu social, on peut tous, à un moment donné, de loin ou de près, être confrontés aux violences. Parce que les gens, ils ont tendance souvent de dire que ça arrive aux autres et ça n'arrive pas à nous. Sauf que des fois, ça nous arrive là où on n'attend pas. Je pense qu'on peut ne pas accepter dans les violences des âges, c'est de comprendre que les violences, ce n'est pas que physique, c'est aussi psychologique. Et que nous aussi, on a un rôle à jouer dans l'éducation. Là, on parlait par exemple de l'excision tout à l'heure, Amata en parlait, et je pense que c'est depuis des générations, c'est de mettre l'accent sur l'éducation. Souvent, c'est nous, les violences, elles sont banalisées, parce que parfois elles sont visibles, parfois elles ne sont pas visibles, et c'est qu'on ne peut pas accepter déjà. Je pense que dans le couple, quand un homme commence à insulter, c'est déjà la violence. Et ensuite, quand quelqu'un insulte, il peut taper, quelqu'un qui tape peut aussi tuer. Donc, c'est voir jusqu'où on ne doit pas dire que c'est normal, ça va s'arrêter à un moment donné. C'est tout d'abord essayer de trouver un lieu d'écoute, essayer de trouver quelqu'un avec qui on peut échanger et de trouver la solution, de partir quand c'est nécessaire, quand c'est tout. Nous allons revenir tout à l'heure. Je voudrais que vous puissiez nous parler de votre mobilisation. Qu'est-ce qui vous a motivé sur le sujet qui est celui sur lequel vous travaillez? Nous parlons là de l'excision. Pourquoi? Est-ce que c'est un choix que vous avez fait ou est-ce que du fait de votre engagement et de votre sensibilité, il s'est trouvé que vous étiez confronté à devoir vous mobiliser pour cette cause-là précisément? Alors oui. Déjà, et je voudrais juste revenir rapidement sur ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la violence. C'est vrai que selon où on est, où on est, notre entourage, on n'a pas les mêmes définitions du mot de la violence. Et c'est vrai que chez moi, peut-être qu'une parole est une violence. Emmenez-nous en voyage. Chez vous où? Chez moi, au Mali, mais j'habite en France. Mali mais par exemple, Mali Mousso, ouais, c'est ça. Quand on parle je vais revenir avec l'excision, mais par exemple, pour nous, on identifie l'excision comme une violence faite à la femme, comme une atteinte sexuelle, comme une mutilation. Vous allez au Mali, qui est chez moi, on ne caractérise pas les mutilations sexuelles féminines comme une violence. C'est une norme. Que vous en dit-on? Alors, on ne le catégorise pas comme étant une violence, mais qu'en dit-on? On en dit que c'est une pratique ancestrale qui a pour objectif de purifier la femme afin qu'elle soit préparée à son rôle de femme plus tard et qu'elle soit une femme, entre guillemets, qui soit prête à être mariée. Vous avez cette définition-là qui parle de cette pratique. Donc à partir du moment où vous avez dans la tête des gens qu'on est en train de purifier une dame, on ne parle plus de violence. Pour moi, ce qui est important, c'est justement de mettre les bons mots derrière toutes ces pratiques pour comprendre que cette pratique est une violence. À partir du moment où on a cette prise de conscience, là, on peut commencer à mettre en place des mécanismes pour déconstruire justement et pour faire amener à arrêter ce type de violence. Voilà, ça c'est mon avis. Pensez-vous justement que les lignes bougent ou pas du tout? Est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a des régressions? Est-ce que c'est en accordéon? Que pensez-vous? Qu'avez-vous constaté? Alors moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'on fait 3 pas en avant, 4 en arrière.
Et à quoi cela est-il dû? Cela est dû à une réticence des gens qui ne veulent pas bouger leur ligne de conduite, qui ne veulent pas bouger leurs connaissances, qui ne veulent pas bouger leurs pratiques. Et surtout, qui ne comprennent pas pourquoi ce qu'ils ont fait depuis la nuit des temps, un jour on arrive et on dit en fait ce que vous avez fait depuis la nuit des temps où ça ne posait pas de problème, aujourd'hui on le caractérise comme une violence. Donc il y a toute cette éducation, comme l'a dit tout à l'heure monsieur et comme le dit Djariatou. L'éducation pour moi elle est essentielle. Et au-delà de briser le cycle, c'est surtout mettre des mots et surtout se mettre d'accord sur les mots qu'on met derrière toutes ces pratiques. Et ce qui pour moi est essentiel. Où placer le fait culturel au milieu de tout cela? Parce que ce que l'on entend, c'est quand on dit on a toujours fait de telle ou telle autre manière depuis la nuit des temps, manifestement, personne n'a envie de devenir autrui ou renier ce qu'il était. Les propos de Djariatou Ramata, qu'est-ce que cela vous inspire, monsieur? Oui, le fait culturel, déjà, si on définit la culture comme l'héritage physique, moral, spirituel, intellectuel, artistique, qu'un groupe d'humains transmet à une génération, ceux qui viendront vont immédiatement se mettre sur cette logique-là. Bon, cependant, le monde, comme on l'a dit, évolue. Tout à l'heure, elle disait que les lignes ne bougent pas. Effectivement, les lignes ne bougent pas, tout simplement parce que ceux qui devaient normalement faire face pour mettre fin à la violence ne font pas ce travail. Imaginez, j'ai vécu l'expérience d'une dame qui est appelée à la police, se plaindre parce que son compagnon l'avait giflé. Et elle s'était adressée à une policière qui lui a dit, elle a retroussé ses manches, elle a dit, mais regarde les blessures que j'ai. C'est mon compagnon qui me l'a fait hier. Toi, on te donne une petite gifle, toi tu viens te plaindre de ceci, je te donne mon mari. Donc, elle repart découragée. On n'a même pas écouté son histoire. Donc, le problème se trouve au niveau de nos institutions. Puisque j'ai vu une émission que vous avez faite sur Man to Man, quelque chose comme ça. Stop oui, Man. Man Stop Man. C'est-à-dire c'est les hommes, normalement, qui doivent se dresser face aux autres hommes pour pouvoir éradiquer. Parce que c'est quelque chose qu'on doit éradiquer. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit dire stopper. Par exemple, stop, ça peut reprendre. Il faut qu'on éradique cela. Et quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place? Il faut des mécanismes sévères. Les juridictions doivent être sévères. Donc, à tous les niveaux de nos institutions. On ne peut pas résoudre ce problème avec les mots ou bien avec des défilés. Puisqu'on verra toujours ça comme des images, les gens viendront, ils vont le soir. Et même pas avec des émissions télé, voilà, malheureusement. Ça. Donc c'est quelque chose qu'on doit sensibiliser avec, comme on peut dire, avec des images plus fortes. Montrer des gens qui sont dans des peines, qui sont en train de subir des peines dures, et qu'on actualise cela à tout moment, comme vous êtes en train de le faire, pour qu'on puisse un jour espérer que les lignes vont bouger. Alors, dans ce que vous dites, je reste interpellée par les images. Alors, vous parliez des images de la sanction d'auteurs de violence, mais quand vous aviez commencé votre propos, j'étais moi partie sur les images de ce que c'est que véritablement ces violences. Et pour parler du cas de l'excision, pour avoir vu, à mon insu, mais vu tout de même ce qu'il en était, et pour avoir compris à ce moment-là, je me disais, mais peut-être faut commencer à montrer, parce que quand on dit l'excision, ma foi, chacun s'en fait l'idée qu'il peut. Étant donné que l'excision concerne l'intimité de la femme, pas grand monde ne regarde véritablement de quoi il s'agit, de quoi il ne s'agit pas. Êtes-vous d'avis que, comme disait monsieur, qu'il faille montrer ces images-là précisément pour espérer que peut-être les gens comprendraient ou pas? En fait, moi je pense que les images, ils ont une force bien évidemment pour alerter, pour une prise de conscience, mais ça fait des années qu'on montre des images. Et aujourd'hui encore, on a 230 millions de femmes, une petite fille est excisée toutes les 4 minutes. Donc les images, c'est important pour interpeller. Tout à l'heure, il a parlé de quelque chose de très intéressant, de l'appareil juridique. Aujourd'hui, sur les 31 pays qui pratiquent les mutilations, vous en avez 25 qui ont une loi qui criminalise et qui pénalise les mutilations sexuelles féminines. Donc logiquement, tous les auteurs de mutilations sont censés aller en prison. Ça, c'est sur le papier. On est d'accord. Mais dans la vie de tous les jours, une petite fille qui a été mutilée, qui vit dans une famille qui
en soi-même l'aime, s'occupe d'elle, etc., aller faire cette démarche de porter plainte, ça c'est une autre manière de le faire. Donc c'est pas parce qu'on a des appareils juridiques dans le monde entier, il y en a, que forcément on puisse bouger. Donc pour moi, ce qu'il faudrait, c'est vraiment un travail malheureusement de fourmi. C'est un travail de fourmi que toutes les associations, les activistes, etc. font. Mais ce travail de fourmi, ce que nous on constate malheureusement, c'est que dans nos associations, aujourd'hui on a de la chance, on vous a sur le plateau, mais malheureusement on n'a pas énormément d'alliés hommes sur ces sujets-là. Pour nous, c'est important qu'on ait un travail d'homme. On n'est pas là en train de dire qu'on met la charge sur l'homme, pas du tout. On est en train de dire qu'il faut qu'ensemble, on puisse travailler de consort pour qu'on puisse mettre en place des plans d'action pour arriver à une éradication de ce cycle de violence perpétué sur les femmes, sans oublier bien évidemment qu'il y a aussi quelques hommes, je le conscient quand même, qui souffrent de ces violences-là. Donc pour moi, c'est vraiment un travail pluridisciplinaire, avec plusieurs acteurs et surtout avec des alliés forts. Lady vous écoute, @gmail.com. J'ai tissé du lien social, j'entends ce que vous venez de dire. Les associations de femmes, en tout cas les personnes mobilisées, recrutent, sollicitent l'apport des hommes parce qu'on n'est pas trop de deux pour faire un monde meilleur. Je voudrais quand même que vous réagissiez à ce que disait monsieur. Une dame qui va se plaindre d'une violence qu'elle a subie dans son foyer, elle va à la police et c'est une femme policière qui lui dit « Ah oui, mais là, vous chipotez, madame, ça n'est pas si grave. » Vous disiez tout à l'heure, Diriatou, c'est pour ça que je vous donne la parole dessus, que vous avez parlé de la domination, du patriarcat. Entendez-vous que les violences soient le fait des hommes uniquement ou rien du tout? Que dites-vous en réaction à ce que disait monsieur et le rôle des femmes dans ce cycle de violence qui a du mal à être brisé, justement? Oui, je pense que d'une manière générale, il manque de formation. Je pense qu'il y a des professionnels qui ne sont pas très formés parce qu'il n'y a rien de plus difficile pour une femme victime de violence que de pousser la porte. Déjà, de prendre conscience qu'elle est victime et en plus de demander de l'aide. Et lorsque tu demandes de l'aide et que tu tombes sur des policiers comme ça, qui n'est pas formé, policière en plus une femme qui est censée te comprendre, qui est censée te mettre en confiance, censée apporter une écoute attentive à ce que tu vis, parce que c'est déjà un courage immense d'aller vers une policière et de dire ça, combien d'années, combien de jours, combien de temps il lui a fallu cette femme pour aller voir cette policière pour lui demander de l'aide ou de dire qu'elle va porter plainte ou de dire qu'elle veut dénoncer ce qu'elle a subi. Donc oui, je pense que c'est pour ça, en parler, on n'en parle jamais assez, ces violences, et que les lois dans beaucoup de pays, elles sont votées, mais elles ne sont pas appliquées. Je pense, oui, il faut former toutes les personnes qui sont concernées, la police, le juge, les services sociaux, si c'est en Afrique, les psychologues, les associations, sous l'écoute attentive pour la personne, parce que c'est ça qui va aider la personne de sortir là où elle est. C'est pas de dire que ah oui, ce que vous avez vécu, moi à côté, on a vu pire que ça ou j'ai vécu pire que ça. Non, c'est dire à la personne ce que tu as vécu, on comprend. Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'offrir cette écoute attentive, c'est déjà beaucoup de soulager la personne. Ensuite, voir avec la personne quelle est la possibilité dans la reconstruction. Parce que quand on dénonce, on porte plainte, on sent un peu plus légère. Peut-être pour certains, c'est leur façon de se soigner. Maintenant, ce que je peux dire aussi aux femmes victimes de violences qui nous regardent, qui nous écoutent, il y a différents moyens de se reconstruire. Déjà prendre conscience et chercher un sens dans la vie, donner le sens de ce qu'on a vécu. Est-ce que c'est d'écrire? Est-ce que c'est de faire de la musique? Est-ce que c'est... Voilà, parce que moi, j'ai toujours dit, il n'y a rien qui peut détruire quelqu'un qui a voulu te détruire pour lui montrer que tu brilles, que tu es debout, et surtout que tu n'as pas la haine, parce que la haine ne construit pas une femme victime de violence. Il faut qu'elle trouve une moyen de rebondir positivement dans ce qu'elle a subi. Vous ne partirez pas de ce plateau sans dire une millième fois comment vous avez fait pour sortir de la situation qui était la vôtre à ce moment-là. Ce que nous en retenons, c'est que vous avez dû regarder quelque chose à la télé qui a fait que, comme quoi, peut-être que vous qui nous regardez, 7 ans depuis le début de cette émission, peut-être qu'il se passe des drames dans vos vies, mais peut-être que, et assurément nous voulons le croire, cette émission est là pour servir de levier pour que vous puissiez enfin prendre la décision ou avoir l'énergie qu'il faut pour prendre la décision, parce qu'on veut prendre la décision, mais peut-être qu'on n'en a pas les ressources. Ramata, vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'hommes. Nous avons un tout petit cadeau pour vous. Dans nos vidéos, nous avons ce monsieur en foulard orange qui adresse un message justement pour changer la face du monde en ce qui concerne ce cycle des violences. On va regarder ceci succinctement. À tout de suite. Man, stop la violence.
parce que chaque femme est une représentante de l'amour cosmique inconditionnel qui sustente l'univers, et non un objet de satisfaction temporaire égoïste des sens. Man, stop la violence. Vos réactions, Ramata, est-ce que cela vous convient? C'est des jolis mots, mais maintenant, il faut des actes. Et quels actes faudrait-il? Il faut agir, tout simplement. Que pourrait faire ce monsieur, par exemple? Ce monsieur, typiquement, je pense qu'autour de lui, il a des hommes, il a des frères, il a des cousins, et que peut-être qu'il devrait lui aussi organiser des palabres, justement, pour justement déconstruire les idées que les hommes ont sur ces sujets-là, échanger avec eux, comprendre aussi quels sont les mécanismes qu'ils ont, quelle représentation ils ont de la femme dans leur tête. Donc c'est hyper important, tous ces moments d'échange et de partage. Donc je l'invite aussi à venir nous retrouver dans nos associations, venir à la rencontre des femmes et des hommes qui se battent aussi au quotidien sur ces thématiques-là, et ne pas... En tout cas, c'est des très jolis mots qu'il dit. Il s'agit de Olivier Marchand, Mahop de son nom d'artiste, qui est donc engagé et qui, de sa posture d'homme, fait ce qui est en phase avec ses propres aspirations. Car il n'y a pas qu'une seule manière de porter une cause. Monsieur, nous vous écoutons, on nous dit que rien ne change, que les hommes devraient. Est-ce que vous pensez que si vous parlez à des hommes, ils prendraient en compte ce que vous leur dites, ou ils diraient « Ah oui, non, mais l'écrivain et sa poésie hein. ». Oui, en fait, je me souviens dans notre quartier, lorsqu'un camarade ou un ami violentait sa copine, on l'écartait du groupe. C'est-à-dire, il devenait pour nous une personne... un paria. Ouais. Et on avait un groupe très fort, on était assez cultivé. Et normalement, lorsqu'on entrait autour de nous, on pouvait aussi avoir les mêmes valeurs. Donc c'était très important déjà. Et il était obligé en ce moment de changer. Bon, pour revenir un peu sur la vidéo de l'artiste que vous avez présenté là, c'est que la violence, c'est quelque chose d'universel. Donc, chez nous, les Bantous et du Sahel, ou alors ceux du Nord, c'est perçu différemment. Donc, il faut aussi traiter le problème des violences cas par cas. Bon, chez les Bantous, il y a les violences minimales qui sont minimalisées. C'est quoi minimal? Couper seulement un bras et pas deux? Non, disons que c'est graduel. Il faut que ça devienne vraiment sérieux pour qu'on commence à prendre en compte. Alors qu'ici, ce n'est pas la même chose. Comme elle disait, c'est des très beaux mots. Mais je pense que il faut aller plus que cela. Parce que rester au niveau de la télé, man for man, sans aller sur le terrain. On n'en sait rien, monsieur dit quelque chose qui vous dit qu'il n'est pas sur le terrain. Voilà, vous êtes à la télé, on ne pourrait pas penser que vous êtes sur le terrain non plus. Moi, je connais des cas ici. Les femmes elles-mêmes aussi doivent, non pas seulement, ce n'est pas l'homme, mais la femme elle-même, c'est elle qui doit commencer par comprendre qu'elle est en danger. Parce que, imaginez, nous qu'on est ici, surtout dans la communauté africaine, où des couples, le voisin appelle la police. L'homme était en train de battre sur la femme, le voisin appelle la police. Et lorsque les policiers arrivent, c'est la femme qui ouvre la porte en riant. Elle dit, mais on vous bastonne. Non, rien, il n'y avait rien. Il n'y a rien du tout. Donc voilà, c'est elle qui protège. C'était un jeu, monsieur l'agent. Et très fréquent. Bon, et l'homme a l'impression que aujourd'hui, il a donné une gifle, elle n'a pas réagi, peut-être qu'elle n'a pas compris. La seconde fois, c'est 2 gifles, 3 gifles, ainsi de suite, graduellement, jusqu'à ce que... Que doit-elle comprendre qui ne puisse être formulé verbalement? Ce n'est qu'une question. Pardon? Que devrait comprendre la dame qui reçoit une gifle? Que devrait-elle comprendre qu'elle ne puisse comprendre? C'est la dénonciation. Il faut que quand la police arrive, qu'elle ne protège plus son mari ou son compagnon. C'est la femme souvent qui est à l'origine souvent des faits qui arrivent. S'il faut parler de la violence, tout court, je ne veux pas aborder le cas. C'est la femme qui est à l'origine de quoi? De ce qu'il n'y ait pas de sanction lorsque la police arrive? Pour certains cas, les femmes protègent leurs compagnons.
quand la police arrive. Et la plupart des cas, c'est ça. Alors, derrière ce que dit monsieur, qu'y a-t-il derrière? Est-ce juste son avis à elle ou n'y a-t-il pas la question du cadre social, familial, culturel, mesdames? Je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend déjà de comprendre qu'elle est victime de quelque chose. Parce que souvent, les hommes qui sont auteurs de violence, il y avait un mot qu'on disait souvent, c'est « je t'aime, je t'abîme ». C'est-à-dire, je te tape, je te donne un cadeau, je te dis « je vais changer ». Et la femme, du coup, elle reste dans le cercle de la violence où elle ne prend pas la conscience très tôt qu'elle est victime de quelque chose. Donc, le moment où elle prend cette conscience-là, c'est pas souvent évident. Surtout s'il y a un problème économique derrière, c'est-à-dire si elle a des enfants, parce qu'on sait ici en France, par exemple, quand une femme quitte le domicile, souvent elle est confrontée à être dans la rue avec les enfants, à faire le 115. Donc parfois la femme, elle dit « ah, je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver, je les quitte, qu'est-ce que je fais devenir ?» Alors que oui, on peut devenir autrement. Mais ça, pour prendre conscience de ça, c'est très long, c'est un vrai travail. Un travail à la fois son entourage, un travail aussi les professionnels qui l'accompagnent, qui la suivent. Donc c'est tout un mécanisme. Et ce n'est pas du jour au lendemain qu'on arrive à avoir cette force-là. Je voudrais vous encourager à ne pas garder le focus que sur, j'ai envie de dire, la place parisienne, puisque nous sommes vus sur le continent, en Afrique aussi, et que les mécanismes ne sont pas nécessairement les mêmes, ni sociaux, ni institutionnels. Et il ne faudrait pas laisser sur le bord du chemin nos autres téléspectateurs, quand ils entendent dire la police, les accompagnateurs. Je vais réagir sur ça. Allez-y, je vous prie. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que bon, nous, effectivement, on a un peu un prisme en termes du contexte, parce qu'on est on est en France, mais quand on prend le contexte, par exemple, quand on est au Mali, au Sénégal ou dans d'autres pays, nous, par exemple, au Mali, il y a un mot qui revient souvent pour la femme, c'est Mouniane Isabari. Mouniane Isabari, c'est-à-dire quoi? C'est il faut supporter. En tant que femme, la femme doit supporter. Donc, c'est normal que quand une femme qui est dans un pays, au Mali, par exemple, et qui va porter plainte, et qu'elle se retrouve face à sa consoeur femme, qui est policière, elle aussi, elle a été éduquée dans le Mouyane ou Sabari. Donc si on lui arrive, on lui dit que j'ai une gifle et qu'elle a été balafrée, elle va dire mais il n'y a rien en fait. Donc c'est en fait cette éducation-là qu'il faut aussi déconstruire dans nos communautés. Et aussi, je voulais dire aussi quelque chose tout à l'heure quand monsieur parlait, ce qui est difficile quand on dit qu'une femme, elle se fait frapper et elle protège, c'est pas qu'elle protège son mari, c'est qu'en fait, elle se protège du qu'en dira-t-on et du regard de l'autre. C'est ça, malheureusement, qui aujourd'hui encore fait que ce cycle de violence, il continue à perdurer parce que les personnes préfèrent le vivre chez eux pour qu'à l'extérieur, on pense que tout va bien, que rien ne va, parce qu'on est beaucoup porté au regard des autres. Et nous, notre devoir, c'est de faire en sorte que le regard des autres, on le met de côté et qu'on pense à notre sécurité. Parce que le regard des autres fait qu'il y a des femmes qui meurent sur le coup de leur mari. Alors, c'est ça qu'il faut briser et faire en sorte qu'on puisse justement en parler. Pensez-vous que, parce qu'après c'est un jugement de valeur, que mettons chacun dans ce qui vaut mieux pour moi? Vaut-il mieux que je serre les dents et que je continue à avoir ma vie aussi difficile qu'elle soit, et toutes les vies sont certainement difficiles, même si je n'en sais rien, se dirait-elle, ou faut-il qu'à chaque fois je casse tout pour après, elle l'a dit, et le 115, parce que une fois qu'on a dit la police est arrivée, que monsieur est menotté ou je ne sais quoi, la vie doit pouvoir continuer et malheureusement, les mécanismes sociaux ne sont pas un lit de rose nécessairement non plus, faut-il pas le dire. Exactement. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dans ces situations-là et c'est pas même si elles font le 115, elles sont quand même dans des situations de précarité. Donc c'est facile de dire les 115. Donc aujourd'hui, nous, les institutions, peu importe dans les pays où on doit mettre en place des dispositifs qui protègent les femmes pour qu'elles puissent partir, quitter ou plutôt permettre au mari violent de quitter le domicile pour qu'elle soit en sécurité chez elle, parce que dans ces cas-là, souvent, c'est la femme qui doit partir. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre les choses en place pour que la femme puisse être en sécurité chez elle. Et surtout, ce que vous avez dit tout à l'heure, je reviens au tout début de l'émission, vous avez parlé, vous, d'une image qui vous a traumatisé entre enfants. Parce que là, on parle des femmes, on parle des hommes, on ne parle pas des victimes collatéraux, c'est-à-dire les enfants qui, eux, vivent dans un foyer violent. Et déjà, ils vivent dans un foyer violent, on ne s'occupe pas d'eux. Mais en plus, on doit les extraire de chez eux avec leurs parents pour qu'ils eux-mêmes vivent dans une précarité. Donc, c'est vraiment, on a un travail
de longue haleine à mettre en place, de protection, d'éducation, de sensibilisation, et j'en passe. Ne pensez-vous pas que le plus grand travail serait de pouvoir emmener, je le redis, je me répète, parce que là, encore une fois, vous focalisez sur ce qui se passe là où vous êtes et là où vous menez vos actions associatives, où vous travaillez, mais le monde aujourd'hui est un grand village. Alors ce que vous dites, il faudrait que la femme reste dans sa maison, mettons-nous sur le continent où ce n'est absolument pas du tout sa maison à elle. Monsieur avait son domicile, il a pris pour épouse madame, ils sont ensemble. C'est à ce monsieur, vous n'allez, aucune police d'aucun pays ne viendra faire entendre à ce monsieur, laissez tout ce que vous avez bâti à cause des violences dont vous êtes l'auteur. Comment donc faire en sorte que ce qui est dit, qui peut avoir du sens à un endroit, puisse en avoir du sens ailleurs? Comment fait-on pour s'y retrouver? C'est cela la question. Je pense que c'est la société civile. Tout le monde a un rôle à jouer là-dessus. C'est dire que dans notre héritage traditionnel et culturel, nous avons de très bonnes choses, mais qu'aujourd'hui, il est temps que tout le monde prenne conscience quand une femme elle est victime de violence, il n'y a pas à dire, comme dit Ramata tout à l'heure, mougno, parce qu'un peu on dit mougno aussi, ça veut dire s'y porte. Et c'est comme ça tu auras le réconfort, c'est comme ça tu iras au paradis. Plus tu respectes ton mari, plus c'est bien. Mais il y a à respecter et il y a à s'y porter. Il ne faut pas s'y porter l'insupportable. L'insupportable ne veut pas dire qu'on manque de respect ou on manque d'honneur, etc. Et je pense que c'est là-dessus que c'est une éducation que tout le monde devrait y mettre, à la fois à l'école, à la fois l'État. L'État mettre un paquet sur les violences faites aux femmes. Pourquoi aujourd'hui ces sujets-là sont tabous dans nos sociétés? C'est parce que l'État est happé par autre chose. On dit, ah, l'excision, c'est une tradition, ça doit continuer. Ah, les violences faites aux femmes, c'est pas grave. Quand une femme elle est mariée avec son mari, elle doit soumettre. Et c'est ça nos valeurs, alors que les valeurs répètent autrement. C'est-à-dire quand on choisit d'être avec quelqu'un, ça doit être un amour, non pas une frustration. Lorsque les deux personnes ne s'entendent pas, ça peut arriver dans le couple. Mais d'insulter, de rabaisser, de montrer que l'homme, c'est lui le plus fort dans le foyer, c'est quelque chose qu'on doit rééduquer pour que les mentalités changent et que les lignes bougent à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes optimiste sur le changement de mentalité? Oui, je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est des sujets tabous. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de travail encore à faire, mais les lignes commencent à bouger. Et ces lignes-là vont continuer de bouger quand on continuera d'en parler, qu'il y en aura des vrais États qui se soucient aux citoyens, notamment aux femmes. Nous allons parler d'un sujet que vous avez abordé en disant, vous ne l'avez pas dit ainsi, mais vous avez parlé de précarité. Peut-être que l'autonomisation financière des femmes pourrait être un moyen de leur donner l'énergie qu'elles n'ont pas pour pouvoir faire des choix qui soient conséquents et non pas être dans une dépendance qui fasse que malheureusement on puisse arriver au drame. J'aimerais bien que vous réagissiez à cela si vous le voulez bien. Ce sera après cette vidéo d'Yariatou, la campagne contre l'excision. On va vous voir dedans, je pense bien, et puis on reviendra sur le plateau. C'est l'histoire d'une petite fille de 8 ans qui a été excisée par une femme de son village. On lui a tenu les jambes, les bras, on lui cachait la tête dans des feuilles pendant qu'on lui coupait le clitoris avec un couteau. Elle pensait que c'était normal, que toutes les femmes du monde le faisaient et qu'il fallait passer par là pour devenir une vraie femme. Parce que les filles ne sont pas au courant que cela va les arriver. Parce qu'aujourd'hui, on peut être excisé de force au cours d'un séjour dans un pays d'origine de nos parents au moment des vacances d'été. Cette fille, c'est moi. Cette histoire pourrait être la tienne. Que cela suscite-t-il chez vous? Vous voulez réagir à quoi? À la vidéo d'abord ou à la question de l'autonomisation financière des femmes en général? Oui, l'autonomisation financière, parce que lorsque une femme est dévalorisée, est menacée dans un couple, elle a tendance à partir. Et si elle part, il faut qu'elle soit autonome. La plupart du temps en Afrique, les femmes, le mariage, c'est comme une victoire. Lorsque vous voyez un peu
les jours de mariage, vous voyez que c'est la femme qui est le plus animée, elle est plus contente. Peut-être parce qu'elle sait danser, peut-être parce qu'elle danse mieux. Non, la femme est plus agitée que l'homme le jour de son mariage parce qu'elle comprend ce que c'est que le mariage. Il y a des mariages... Qu'est-ce que c'est que le mariage d'ailleurs? Pardonnez-moi, mais il ne faudrait pas passer trop vite. Non, le mariage, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce mariage qui fait qu'elle le comprend, elle, mieux que l'homme et qu'elle réagisse autrement que lui? Elle comprend parce qu'elle sait que c'est elle qui donne la vie. Elle sait qu'elle va fonder une famille, c'est à partir d'elle, comme dit la femme, c'est la mère de l'humanité, c'est à partir d'elle qu'une famille va se fonder pour des générations. Et ça, c'est très important parce que c'est la femme qui donne des enfants et elle comprend mieux cela. L'instinct naturel pousse à avoir un homme pour sa vie. Contrairement à l'homme qui peut se... Que comprend-il du mariage dans le contexte que vous décrivez et qui fasse qu'il ne réagisse pas plus que ça? Il comprend que c'est un destin, un accomplissement d'un parcours où alors il imite les parents, tout simplement. Mais la femme, c'est que, comme on dit chez nous, là, dans la Bible, elle est complémentaire à l'homme. Donc, elle vient d'un homme, elle a l'impression qu'il faut retrouver cette côte-là. C'est un peu, bon, c'est pas, ça peut être absurde ce que je dis. Rien n'est absurde dans les idées. Tout le monde a un point de vue. C'est ça. Donc, il faut qu'elle soit donc autonome, parce que les femmes se marient en Afrique pour gagner la vie. Il y a d'autres qui n'ont que le mariage comme source de revenus. Si le mariage est dissous, il y a une séparation, elle n'a plus de moyens de suivi. Donc, et il faut maintenant ces moyens peut-être pour aller faire son petit commerce. Et souvent, la plupart, elles vont avec les enfants. Et comment est-ce qu'elle pourra subvenir aux besoins de ses enfants, que ce soit au niveau de l'éducation, la nutrition, etc. Donc, c'est à ce niveau. Donc, il faut qu'une femme séparée, à cause peut-être des faits de violence, doit être aidée, non pas seulement par la société, mais par la famille, par l'État, etc. Continuer. Or, en Afrique, on a tendance à l'abandonner, tout simplement parce qu'elle n'a pas supporté, comme disait Ramatou, elle n'a pas supporté. Au Mali, par exemple, on dit supporte. Bon, ça veut dire qu'on supporte, ça veut dire qu'on ne prend pas ça comme quelque chose de très grave. Or, j'ai dit tout à l'heure que la violence, c'est quelque chose de graduel. L'homme te donne une gifle aujourd'hui, ce n'est pas la même gifle qu'il va te donner la prochaine fois. Il va doser, il va doser quoi, comme chez nous, il va doser. Voilà, c'est pour ça. Mesdames. L'autonomisation. Non, ce serait utile et avantageux de parler de la situation des femmes dans l'absolu. Parce que là, on parle des violences parce qu'il y a l'interaction sociale, peut-être parce qu'elles sont mariées, mais les femmes ne sont pas elles ne naissent pas mariées. N'y a-t-il pas quelque chose à explorer sur le statut de chaque femme avant même qu'elle rentre dans son mariage et qui ne soit pas de l'ordre de ce que décrivait monsieur à juste titre, là, à savoir... C'est un cas, hein. Oui, on entend bien. Parce que si on a les moyens d'être autonome, peut-être qu'on ne va pas s'engager dans une relation où on va devenir dépendante pleinement. Qu'en pensez-vous ? Moi, en fait, ma réaction, c'est que, en fait, moi, j'ai eu la chance quand même. Hein. Je suis né au Mali, je vais régulièrement au Mali, je vais en Côte d'Ivoire, je vais au Sénégal. Mais en fait, l'autonomisation financière, les femmes, elles l'ont. Parce que quand on va sur les marchés, quand on regarde dans la ville, qui on voit depuis le début, depuis le lever du jour jusqu'au coucher du jour, les femmes, ce sont des entrepreneuses. Elles ont cette autonomie financière. Parce que pour moi, le mariage, c'est un problème, enfin, c'est pas un problème, c'est on va dire, c'est ce qu'on a éduqué, enfin, on a éduqué notre petite fille à un objectif dans nos sociétés, c'est le mariage. Mais en réalité, le mariage n'est pas le fondement. Une femme peut être autonome sans avoir un mari. Elle peut être autonome en étant mariée. Tu vois, tout ça, ça ne se pose pas la question. pour moi, le vrai fond du problème, pour revenir... Bon, l'autonomisation féminine, elle est importante. Hein, je suis d'accord avec vous. Il faut qu'on aide les femmes à être plus autonomes, à créer des sociétés, à les accompagner. Et quelquefois, malheureusement, ce qu'on voit aussi, c'est quand la femme a l'autonomisation financière et quand elle est indépendante, en face, le mari n'est pas forcément content parce qu'il perd aussi un peu son rôle de masculin
masculinité, et donc ça crée aussi des rixes ou des compétitions trop autonomes et qu'elle a pris le pas. Est-ce que c'est parce qu'elle a acquis cette comment dirais-je, cette prospérité financière après qu'elle soit mariée, ou est-ce que d'entrée de jeu, quand ils se rencontrent, elle est déjà autonome financièrement, donc il le sait? Oui, quand il le sait, il y a d'autres problèmes qui se posent, parce que comme l'a dit tout à l'heure Diarratou, il y a des couples où tout se passe bien, les femmes, elles travaillent, l'homme travaille, ils sont aisés, tout va bien, mais il y a malgré tout des violences. Donc alors, on ne peut pas dire que c'est uniquement à cause de leur autonomisation financière. Mais alors, mesdames et messieurs, et vous qui nous regardez, qu'est-ce qui fait que cette violence, qu'est-ce qui suscite ces violences de la part de ceux qui en sont les auteurs, pour ne pas les nommer les hommes, d'après vous? Soyons objectifs. Qu'est-ce qui fait qu'un homme devienne violent parce qu'il ne l'était peut-être pas, ou qu'il le devienne? Qu'est-ce qui se passe? Je pense, à mon niveau, il y a différentes choses, il y a différents faits qui font qu'un homme devient violent. Il y a déjà son cercle familial, parfois il y a l'héritage, parfois ils ont hérité cette violence, du coup ils font subir à d'autres femmes. D'autres aussi, ils essayent de le rebondir autrement, positivement, mais la majorité des hommes sont fous. Après, on n'est pas là pour excuser les hommes auteurs de violence. On est là juste pour essayer... Mais on peut parler librement. On est là juste pour essayer de... Ne soyons pas prisonniers du schéma qui veut qu'un homme est forcément violent et le sera jusqu'à sa mort. Voilà. Donc l'idée, c'est déjà essayer de comprendre. Enfin, je pense que souvent, il y en a, ils ne sont pas soignés de ça, ils ne prennent pas conscience. Et aussi, comme disait monsieur tout à l'heure, il y a des femmes aussi qui le confrontent là-dedans. C'est-à-dire, je te juge, je te donne un cadeau, je dis je vais changer. La femme, elle continue de croire jusqu'à qu'il frappe, jusqu'au jour où il met la femme à terre. Et je pense, du coup, là, c'est une éducation de tout le monde et que les auteurs de violence, c'est de le permettre, ici ou ailleurs, on n'en parle pas assez, ces hommes-là, pour dire que peut-être il faut essayer de comprendre le mécanisme de violence. C'est ce que je voudrais que nous puissions faire comprendre, si vous l'avez compris dans vos engagements respectifs à nos téléspectateurs, d'où ça vient. Il y a certainement des hommes qui nous regardent et qui voudraient trouver une solution. Comment fait-on pour cesser d'être comme tous les hommes qui sont dans le cadre de vie où on a vécu? Et quelque part aussi, hein, peut-être qu'il faut quand même l'aborder, une femme voudrait considérer qu'un homme est un homme grand, beau, fort et donc violent, et que s'il n'était rien de tout cela, elle mettrait peut-être son statut d'homme en question. Ne faut-il pas le considérer? Aussi, je pense que oui, depuis toujours, on considère l'homme le plus fort, qui a plus de force forcément, mais sauf qu'un homme qui peut avoir cette force-là, peut-être qu'il devrait l'utiliser ailleurs. Mais je pense que peut-être c'est aussi passer le message aux hommes victimes de violence en disant « remettez-vous en question, cherchez à savoir pourquoi vous êtes violent, qu'est-ce qui vous a poussé. Si vous avez grandi dans la violence, peut-être essayez de voir des psychologues, de travailler sur votre vécu, de ne pas mettre ça sur vos enfants ou sur votre femme parce qu'ils ne sont pour rien. Mais là, c'est un long cheminement, c'est le parcours individuel de chacun. Et ça, c'est un sujet qu'on n'en parle pas assez, mais je pense que oui, les hommes victimes de violences, enfin, auteurs de victimes de violences, il faut qu'ils se remettent en question, il faut qu'ils travaillent là-dessus et qu'on peut changer. On ne peut pas dire que parce que je suis fâchée ou parce qu'au boulot on m'a mal parlé ou parce que j'ai pas eu mon billet ou parce que ma femme elle n'a pas bien préparé ou parce que ma maison elle est sale, je vais frapper. Rien ne peut justifier la violence. Et il n'est jamais trop tard de travailler là-dessus. Je vais compléter ce qu'elle voulait dire, c'est qu'en fait, il faut qu'on parte sur la base que l'homme est l'égal de la femme. C'est-à-dire, c'est ça, qu'on ne crée pas le déséquilibre. Tout à l'heure, vous parliez on voulait parler de l'inégalité. C'est-à-dire que l'homme, dans sa tête, il a l'impression qu'il domine la femme. Or, nous sortons de la colonisation où on espérait que la décolonisation nous apporte quelque chose, que ce soit au niveau de l'homme, que ce soit au niveau de la femme. La femme s'est battue pour cela. Parce que non seulement il y a d'abord eu cette pomme de décolonisation, il faut décoloniser le peuple, l'homme a voulu encore coloniser la femme et elle s'est battue jusqu'à ce niveau. Donc c'est quelque chose à féliciter. Bon, il y a aussi le problème de l'éducation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Elle a dit, qu'est-ce qu'il fait que l'homme soit toujours en train de vouloir violenter? C'est un problème d'éducation. Parce que nous évoluons dans la vie par dissonance cognitive. Si on se retrouve avec une personne avec qui, en couple, avec qui on n'a pas vraiment les mêmes cultures, ou bien les mêmes valeurs, ou bien les mêmes éducations, il y aura ce déséquilibre. Souvent, on voit le médecin qui part. Il épouse une femme, je ne sais pas, peut-être ouvrière. Elle a sûrement un certain manque qu'il faut compléter et c'est lui qui doit faire ce travail. Au lieu de faire ce travail, c'est plutôt
un moyen pour lui d'humilier. Il te manque ceci, tu ne connais pas ceci. Alors que normalement, il faut compléter. C'est pourquoi vous avez bien dit ça. Il faut tout simplement faire une certaine complémentarité. Tout simplement. Parce que personne, nul n'est un savant. Hein, il faut toujours apporter, on ne peut pas vivre en vase clos. On a besoin de l'autre pouvoir pour essayer d'asseoir notre culture, pour notre savoir, notre connaissance, pour pouvoir vivre ensemble. Écoutez bien, j'espère que vous avez pu exprimer ce que vous aviez sur le cœur quand on parle de ces sujets-là. L'enfant que vous étiez et qui a vécu la scène que vous avez partagée avec nos téléspectateurs n'a pas fait pour autant de vous un homme violent. Non, puisque j'ai vécu toute ma vie, je m'attendais très bien à cette question-là. J'ai vécu dans ma vie dans un environnement très restreint. Restreint où j'étais un orphelin. Et ce qui fait que dans les maisons, nous étions souvent des intrus. On n'avait pas souvent trop droit à la parole. C'est peut-être les autres enfants qui étaient mis en avant et c'est ceux-là qui pouvaient être victimes d'un certain nombre de faits. Et ça nous a mis dans une position d'observateur et de quelqu'un d'introverti. Donc, et quand on est dans ces conditions-là, c'est très difficile qu'on devienne violent. Voilà. Bon, il n'y a pas que cette expérience-là, parce que la même année, je me souviens, une voisine qui avait été violentée par son compagnon et elle s'est réfugiée chez nous. Au bout de 2 semaines, on avait l'impression qu'elle avait des côtes fracturées. Elle est repartie chez ses parents. Et 1 mois après, il y a ma grand-mère qui vient me dire « Tu connais la femme qui était ici chez nous là ?» Elle dit « Oui, elle est décédée. » Bon, elle n'a pas pu me dire davantage, mais dans nos regards, on avait compris que, effectivement, c'est à cause de cette bastonnade sûrement qu'il avait amené jusqu'au deux. Et ce monsieur, je ne l'ai jamais salué toute ma vie. Je suis reparti au village, je crois, 25 ans après. Il m'a dit, mais toi, tu étais si petit, comme ça, mais quand tu viens, tu ne viens pas me saluer. Je lui ai dit que, tu sais pourquoi je ne te salue pas. Il n'a jamais rien compris. Il n'a jamais rien compris. Donc moi, personnellement, avec toutes ces expériences-là, il m'est arrivé peut-être d'avoir avec ma compagne des échanges durs, des humiliations comme dans tous les couples, mais je ne suis pas en mesure d'arriver jusqu'aux mains. Et si la femme aussi doit se mettre dans une prestance, dans des valeurs qui fait qu'un homme ne puisse pas la toucher. Tout un programme et je sais que beaucoup ont envie d'en savoir plus parce qu'il faut bien arriver à cela et s'en sortir, parler de stabilité émotionnelle et de beaucoup d'autres choses. Je voudrais, puisque nous sommes pratiquement au terme de cette émission, vous laisser quand même le mot de la fin. Vous avez des actualités à nous annoncer. Ramata, vous avez quelque chose. Je sais que la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est le 6 février. On aura peut-être l'occasion d'en parler, mais d'ici là, vous avez peut-être une actualité. Je serais ravie en tout cas de venir vous en parler. L'actualité, c'est que demain, il y a des manifestations partout. Alors nous sommes en France, mais je pense que vous pouvez le dupliquer aussi parce que comme on dit, c'est la journée internationale des droits des femmes, c'est le monde entier qui est concerné. En tout cas ici en France. Journée internationale des violences. Pardon, des violences, pardon. Ah, les femmes avec leur 8 mars, quand même. Non, c'est la journée internationale des violences faites aux femmes, donc du coup du sujet qui nous intéresse. Donc même si en France ici il y a énormément de manifestations, il faut qu'aussi dans nos pays on se manifeste sur ces sujets-là. Et l'actualité, c'est justement aller faire des discussions auprès des communautés qui sont ici en France pour parler de ces sujets-là, pour qu'eux aussi puissent être des traits d'union pour faire bouger les lignes dans les pays concernés, parce qu'ils ont aussi un rôle majeur. Djariatou, votre actualité? L'actualité, c'est rejoignez-nous, engagez-vous. Vous engager, c'est de soutenir, c'est de briser la loi de silence. C'est aussi s'appliquer dans l'éducation. Les femmes et les hommes ont un rôle à jouer sur l'éducation. C'est tout petit qu'on peut changer les choses. On ne peut pas dire aux enfants, parce que j'ai supporté, toi aussi ta femme, parce que ce que tu as supporté, si tu es dit comme ça ton enfant, il va faire supporter ça à notre enfant. Donc brisons le loi de silence, brisons le violence de manière générale, éduquons nos enfants dans le respect des femmes. Calvin, vous avez le mot de la fin. Parlez-nous et de ceci et d'Afrique sur scène quand même. Ah d'accord, ok, en merci. quelques mots. Oui,
Et ce que je vais dire, il y a des femmes qu'on ne peut pas violenter. C'est-à-dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, sa prestance, sa carrure et ce qu'elle impose dans sa vie au milieu de la société fait qu'aucun homme ne peut avoir même la moindre velléité. Voilà, donc c'est les femmes qui doivent savoir ce qu'il faut qu'elles soient pour qu'elles ne soient pas violentées. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a des femmes qui violentent les hommes. C'est-à-dire, aujourd'hui, sur les réseaux, on voit des femmes qui sont vraiment fortes, qui maîtrisent les hommes, tabassent, et ce qui fait plaisir à tout le monde. Vous avez envie de venir nous parler de la violence faite aux hommes. Nous sommes disponibles parce que nous sommes objectifs. Oui, Afrique sur scène. Afrique sur scène, donc c'est une plateforme d'information qui relaie les informations de la diaspora européenne au niveau de l'Afrique et qui reprend aussi les informations venues d'Afrique pour la diaspora de façon authentique. Et vous en êtes à l'origine. Je dois rappeler que vous n'êtes pas seulement écrivain, mais vous êtes aussi enseignant. En tout cas, sur Afrique sur scène, vous pouvez en apprendre plus sur notre invité Calvin Djouari. Je saisis cette occasion pour remercier aussi l'autre Calvin, Thomas Djombe, qui a fait la mise en relation. Merci Calvin. Merci à vous, Calvin Djouari, d'avoir accepté d'être avec nous sur ce plateau. Merci Ramata Kapo pour votre engagement. Djariatou, il n'y a pas de mots. Ça doit être la 475 milliardième de fois que vous répétez votre histoire, mais c'est important parce que derrière cela, il peut y avoir un déclencheur pour quelqu'un, pour quelqu'une. Merci d'être venu. Je vous propose que nous terminions avec notre petite vidéo de campagne de la mobilisation des hommes contre les violences faites aux femmes. Merci aussi à Olivier Marchand-Mahop qui a fait état de son engagement. Chacun fait ce qu'il peut là où il est. Nous regardons ceci depuis 2021. Man Stop Man, une chanson que vous retrouverez sur l'album de Richard Epé, c'est Hommage à la femme. On regarde ceci. Merci. À très bientôt. Merci. Toi, jeune homme. Toi, grand homme. Man, stop man. Ça suffit. Stop ta violence à l'encontre des filles et des femmes. Plus de respect et d'amour pour elles. Car c'est l'humanité qui gagne. Man, stop man. No more abuse on girls and on women. Because they are human.